La République. Oui, la République. Je vous demande de vous arrêter. La République du Move, une émission de la rédaction. Non, vous avez déjà posé 10 questions. Présentée par Benoît Bouscarel. Non, je ne me calmerai pas. Mais c'est insupportable à la fin. Mais Je peux parler, oui. Qui sont les jeunes de génération identitaire? Que veulent-ils? Que représentent-ils? Leurs idées infusent-elles dans l'opinion? Leur opération sur le toit de la mosquée de Poitiers samedi dernier était-elle autre chose qu'un coup de com'? On en parle ce soir dans la République du Move avec Jean-Yves Camus qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous poser plein de questions sur les identitaires, Jean-Yves Camus, on va s'arrêter 2 minutes sur la question du jour. Le gouvernement héros est-il un gouvernement d'incapables ou d'amateurs? Laurent Sénéchal, bonsoir. Bonsoir. Encore un couac, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et c'était loin d'être le premier, puisque le premier c'était le 17 mai, le premier jour de l'installation du gouvernement. Vincent Peillon devient ministre de l'Éducation nationale, et c'est probablement dans le fort de l'instant qu'il s'avance. Il affirme que la semaine à l'école passera à 5 jours. Jean-Marc Ayrault est obligé d'intervenir pour rappeler qu'aucune décision ne serait prise avant concertation. Peillon est recadré mais récidive il y a quelques jours avec sa fameuse boulette sur le cannabis. Vincent Peillon n'est pas le seul à parler trop vite. Manuel Valls, l'hyper populaire ministre de l'Intérieur, s'est lui aussi fait remarquer quand il a écarté en juin les récépissés en cas de contrôle d'identité. Le chef du gouvernement a dû le rappeler à l'ordre. Une concertation était là aussi en cours et surtout, Jean-Marc Ayrault avait assuré 3 semaines auparavant qu'il tenait à cette mesure. La liste est encore longue, les centres éducatifs fermés balayés par Christiane Taubira, la ministre de la Justice, alors que c'était une promesse de campagne de François Hollande, le faux départ sur le mariage homosexuel finalement repoussé à l'an prochain, etc., etc. Pour l'instant, en fait, aucun ministre n'a risqué de perdre son portefeuille malgré cette cacophonie ambiante. Ouais, une cacophonie, Laurent, qui a valu au gouvernement ce matin une terrible de Libération. C'est vrai. Les apprentis, c'est ce que titre le quotidien de gauche avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Le rédacteur en chef à Libération, François Sergent, était l'invité de Laurent Kramer et Philippe Dana dans le Midi 2 tout à l'heure sur le Move. Selon lui, non seulement le titre était justifié, mais surtout, Libé ne se trahit pas en attaquant un gouvernement socialiste. C'est un journal de critique, on a toujours été un journal libre et critique, il faut parfois se méfier de ses certitudes et donc là, effectivement, je pense que le gouvernement méritait cette manchette, méritait cette analyse de ses bourdes. Je pense que le gouvernement apprécie qu'une presse soit libre, qu'une presse soit critique. Et il faut être impertinent, il faut faire très attention justement qu'on ne soit pas enfermé dans une image de journal de gauche suiviste. Et je pense que la presse et le gouvernement, et surtout nos lecteurs, parce que c'est quand même ce qui est le plus important, apprécieront le fait qu'on ait une liberté de blâmer. Voilà, reportage de Laurent Sénéchal. La République du Move avec Benoît Bouscarel. Allez, un dernier. Elle est à nous. On s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre l'identité. Elle est à nous. C'était samedi dernier, tout le monde s'en souvient, les jeunes de génération identitaire étaient sur le toit de la mosquée de Poitiers. Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'extrême droite, on vous connaît bien. Vous êtes notre invité ce soir et pour vous poser plein de questions avec moi sur ces plateaux, Benjamin Hilly et Thomas Rozek. Salut Benoît. Alors Jean-Yves Camus, qui sont ces gens de génération identitaire? En termes de génération, on a une idée assez précise. Les personnes qui ont été gardées à vue avaient entre 23 et 26 ans. Ouais, ils sont jeunes. Ça veut dire d'abord que par rapport à la date de fondation du bloc identitaire, 2002, ce sont des gens qui avaient entre 13 et 16 ans au moment de la création. Il est donc pas certain du tout que ce soit la génération des fondateurs. Les fondateurs ont souvent plus, une quarantaine d'années. Alors qui sont ces fondateurs aussi? Parce que la question revient à poser ça. Qui sont ces gens derrière le bloc identitaire? Les gens qui dirigent le bloc identitaire sont issus d'une matrice de la droite radicale qu'on appelle nationaliste révolutionnaire. Pourquoi nationaliste? Ça paraît assez simple. Pourquoi révolutionnaire? Ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que ce sont en fait des gens qui ont une tradition d'opposition au capitalisme, d'opposition à la mondialisation, de recherche des racines populaires de la droite nationale. Et puis ensuite, évidemment, comme beaucoup de gens qui grandissent, qui vieillissent, qui mûrissent, ils se sont retrouvés dans une situation, la dissolution de l'unité radicale, à l'été 2002, qui les a forcés à choisir d'autres voies. La voie électorale, parce que le bloc identitaire est un parti politique, dûment enregistré, et puis aussi la voie
qui les conduit à chercher à être un aiguillon idéologique, hein, une sorte de fanal. Ouais, on va parler donc de à tout ça. lancer des idées. Vous avez dit droite radicale, pas extrême droite. Je pense que si on demandait effectivement, à partir, comme on a l'habitude de le faire en sciences politiques, d'un certain nombre d'items sur l'identité, sur l'immigration, aux militants ou aux sympathisants du bloc identitaire de se situer sur l'échelle politique, ils apparaîtraient comme étant à la droite de la droite. Alors est-ce que c'est l'extrême droite ? Oui, dans la mesure où effectivement c'est une notion qui est utilisée de manière journalistique pour décrire cette famille politique-là. Mais eux, ils refusent cette étiquette. Hein. C'est aussi que cette étiquette devient quand même de moins en moins pertinente parce qu'elle est fourre-tout. Ouais. Benjamin Elie. Ils refusent l'étiquette d'extrême droite, ils disent qu'ils prennent des idées à la gauche, au centre, ils se déclarent pro-européens, anti-mondialisation, c'est un peu un vaste fourre-tout, non ? C'est pas dénué non plus de logique. D'abord parce que l'opposition à la mondialisation sous sa forme actuelle n'est pas le monopole de la gauche, et notamment pas le monopole de la gauche radicale. Il y a une quantité de raisons pour lesquelles on va être opposé à la mondialisation. L'une de celles-ci, c'est effectivement que la mondialisation nivelle les identités, voire qu'elle les abolit. Eux, ils placent la patrie, la nation au-dessus de tout ? La patrie... Ça, c'est plutôt, si j'ose dire, le truc du Front National, l'État-nation, l'État jacobin centralisateur. Eux, leur idée de l'identité, elle est plus axée sur les identités locales, régionales, sur les cultures locales et régionales, sur ce qui fait véritablement l'enracinement, sur ce qui se transmet, et qui fait qu'effectivement, vous avez, quand vous êtes militant identitaire, le sentiment d'être français. Mais vous avez aussi un niveau infra, si je puis dire. Quelque chose qui vous attache en deçà du fait d'être français, et aussi quelque chose qui vous attache en delà du fait d'être français, qui est une conception de l'Europe, mais une conception de l'Europe qui n'est pas évidemment celle de l'Europe de Bruxelles, ni même celle des États-nations chers au FN. Pourquoi ils ont choisi de faire parler d'eux, Jean-Yves Camus, Génération Identitaire, à Poitiers, sur le toit de cette mosquée ? Parce que c'était un coup de com', évidemment, ils ont voulu dire « coucou, on est là ». Pourquoi ce symbole-là, pourquoi ce jour-là et à cet endroit-là ? C'est un coup de com', mais en tout cas c'est un bon coup de com' précisément parce que parmi les dates dont se souviennent pratiquement tous les écoliers de France et de Navarre, à côté de Marignan 1515 et de la bataille de Waterloo, il y a effectivement Charles Martel et la bataille de Poitiers. Ouais. Voilà. Ça dit quelque chose à tout le monde. Donc le choix du lieu n'est pas anodin, le choix de la date, là il n'y a pas énormément de rappels, mais en tout cas on a bien vu sur les banderoles 732, la date, Charles Martel, et puis Reconquista, c'est-à-dire la reconquête que l'on doit, selon eux, opérer sur un islam qui a été arrêté par Charles Martel à Poitiers dans sa progression vers le centre, peut-être au-delà, s'ils avaient pu, de la France. C'est à peu près le scénario qu'ils entendent rééditer. L'ennemi, en fait, pour eux, c'est l'islam, les musulmans, c'est ça ? Non, l'ennemi numéro un, c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire ce qu'ils considèrent comme étant un modèle de société qui a échoué, celui qui voit coexister sur un même sol, le sol français par exemple, plusieurs cultures dont certaines sont jugées être incompatibles avec la matrice qui est la nôtre. Alors on va les faire parler maintenant, Jean-Yves Camus, si vous le voulez bien, parce que Benjamin Elie est allé les rencontrer, les jeunes de Génération Identitaire, à Lyon, il y a quelques jours. Oui, Lyon qui est l'un des bastions du bloc identitaire et des identitaires en règle générale. On les a rencontrés dans les vieux quartiers de Lyon. Ils nous ont accueillis à la Traboule, une sorte de MJC pour jeunes identitaires, avec un bar, il y a un coin musique aussi, de quoi faire du sport, il y a une bibliothèque dans laquelle figurent en bonne place les bouquins de Guillaume Fay, qui défend la théorie du choc des civilisations. Pour la déco des drapeaux spartiates, leurs symboles, leurs références, car les Spartiates à leur époque ont su repousser l'envahisseur perse, et aujourd'hui les jeunes identitaires voudraient bien faire la même chose en France. Officiellement, on le disait, ils n'ont rien contre l'islam, mais ils n'en veulent pas chez eux, chacun chez soi, c'est leur credo. On poursuit donc cette visite. Sur les murs de la Traboule, on trouve aussi des coupures de presse soigneusement rassemblées comme des trophées. Damien Rieu a 23 ans, c'est le porte-parole du mouvement. Donc là, c'était à la fin des émeutes. Il y a eu des émeutes à Lyon en octobre 2010, je crois. Au bout d'une semaine d'émeutes, il y a des jeunes lyonnais qui en ont eu marre et qui sont descendus dans la rue pour mettre fin aux émeutes et chasser la racaille de la presqu'île qui pillait les magasins, etc. Qu'est-ce que vous appelez la racaille, pour être précis ? Les jeunes de cité qui viennent se servir. Quand vous dites racaille, vous parlez de tous les jeunes de cité ? Je pense que vous avez compris, ou alors vous voulez pas comprendre, mais je pense que la plupart des jeunes de cité sont des racailles, oui, bien sûr. Voilà, les identitaires mettent un peu tout le monde dans le même sac. Le mot racaille revient vraiment en boucle quand on parle avec eux. Ce vocabulaire est parfois un peu belliqueux, mais attention, ils se déclarent non violents, même si dans leurs clips diffusés sur Internet, ils entrent clairement en guerre, c'est ce qu'ils disent, contre la génération de mai 68 accusée d'avoir laissé faire. Nous sommes la génération identitaire.
Nous sommes la génération de ceux qui meurent pour un regard de travers, une cigarette refusée ou un style qui dérange. Le multiculturalisme est un échec au final. Et on a vu que la politique de la ville nous a coûté déjà assez cher et le constat d'échec, je pense qu'il est flagrant pour tout le monde. Enfin, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le système d'intégration et d'assimilation à la française soit une réussite. On peut intégrer des individus, mais pas un peuple. Et aujourd'hui, on est face à un peuple, puisqu'ils sont suffisamment nombreux pour être un peuple. Nous avons cessé de croire que Kader pouvait être notre frère, la planète, notre village et l'humanité, notre famille. Vous regardez l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais un peuple qui s'est intégré dans un autre peuple. C'est un peuple qui a pris le dessus sur un autre peuple. Est-ce que vous avez envie de disparaître ? J'ai pas envie de finir voilée ou que mes droits me soient supprimés. Il y a un remplacement de population qui se fait petit à petit. Il y a un vivre ensemble qui est pas possible. Les tortues de Floride qui débarquent en Europe, voilà, c'est un fléau. Elles ont bouffé tout l'écosystème, etc. C'est la même chose pour les humains, malheureusement. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Et c'est pas nous qui allons perdre. Jean-Yves Camus est l'invité de la République du Move ce soir. Ils sont non violents, c'est ce qu'ils disent, hein. Est-ce que vous les croyez ? Il faut regarder quand même ce qu'a été réellement l'opération de Poitiers. C'est évidemment qualifiable, ça la justice le dira, comme étant un délit. Mais j'allais dire que je préfère toujours ça aux ratonnades de rue. Et puis, il l'assume aussi, c'est un happening façon Greenpeace. Ils reprennent un peu ces méthodes-là. Alors, c'est un happening. C'est effectivement conçu pour être rapidement diffusable sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'actions précédentes étaient totalement formatées, de manière très pro d'ailleurs, pour être immédiatement, pour que des vidéos soient mises immédiatement en ligne sur les plateformes de partage. C'est un clip viral, ce qu'on a entendu. Voilà. C'est un clip, Twitter marche à fond, notamment sur l'affaire de Poitiers, le site internet est bien fait, ça s'adresse évidemment à une sociologie bien particulière, qui est celle des jeunes, on va dire des moins de 30 ans, qui est la cible absolument prioritaire. Et c'est par rapport au mode de communication de l'extrême droite à l'ancienne, si je puis dire, quelque chose qui tient d'autant plus de l'innovation que dans l'extrême droite traditionnelle, les journalistes sont quand même plutôt vus comme des ennemis, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que là, ils sont vus comme des relais. Il y a plein de références à l'histoire dans leur discours. On parlait tout à l'heure de Poitiers, Charles Martel. On a entendu encore dans ces témoignages, voilà, les Spartiates. Le symbole spartiate, ils le mettent à toutes les sauces. On le voit partout. Les Spartiates, ils aiment beaucoup ça. On a parlé tout à l'heure de la victoire sur les Perses. Mais les Spartiates, c'est aussi une question d'éthique. C'est aussi une question de comportement. Les Spartiates, c'est ceux qui, effectivement, cherchent qui imposent à leur société une éthique extrêmement dure, de valeurs. Voilà, ça s'est transformé dans le langage courant. Valeurs spartiates. Ouais. Valeurs de dépassement, valeurs de combat. C'est l'ordre et la sécurité. C'est une référence très chargée en termes d'histoire, là, Sparte quand même. Oui, évidemment, mais c'est pas non plus une histoire, celle de Sparte, qui a été au travers des époques uniquement monopolisées par l'ultra-droite. Après tout, on a parfaitement le droit de penser que le dépassement, les valeurs héroïques, voire la vie militaire sont des valeurs positives. Ils emploient des termes qui sont violents, même s'ils disent qu'ils sont pas violents. Quand ils parlent de génocide par le remplacement, ça c'est quand même génocide quelque chose. Par substitution, en référence à Aimé Césaire. Ça c'est très dur. Oui, c'est effectivement très dur. C'est effectivement très dur, mais je crois que ça correspond aussi à la génération qui parle. C'est-à-dire à des gens qui sont principalement des jeunes issus de milieux touchés de plein fouet par la crise, qui désormais voient effectivement la crise économique et sociale comme une des raisons de leur engagement, mais qui attribuent la responsabilité de cette crise, et notamment des difficultés qu'ils peuvent avoir en termes d'insertion professionnelle, d'études, de recherche d'emploi, à une cause efficiente qui est la présence des immigrés, et en particulier des immigrés musulmans, dans notre pays. L'idée, c'est que finalement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et les nationaux, les Français de souche, entre guillemets, ont des droits naturels que les autres ne peuvent pas avoir. Pourquoi ils ne ciblent que les musulmans ? Ils ciblent plus largement que les musulmans. D'abord parce que les musulmans, ça n'est pas d'une couleur de peau. C'est surtout extra-européen, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ce sont les immigrés, effectivement, non européens. Donc il y a bien un petit... Avec une définition culturelle de ce qu'est l'Europe. Pour eux, la question, c'est pas de savoir si vous êtes un immigré venu d'un des 27 pays membres de l'Union européenne. Il s'agit de la culture européenne. Thomas Rozek, c'est toi qu'on a choisi pour être poursuivi devant les tribunaux par les identitaires ce soir. Et oui.
Parce qu'on le disait tout à l'heure avec Jean-Yves Camus, ils sont très méfiants vis-à-vis des journalistes, les jeunes du bloc identitaire. Tu vas nous parler d'un mail que tu as reçu hier. Oui, tout à fait. C'est moi qui vais donc affronter les foudres judiciaires de la génération identitaire qui, comme tu le disais, a adressé aux rédactions un communiqué empreint de la même non-violence que leur déclaration de guerre aux immigrés. Vous nous insultez ou diffamez, on vous attaque en justice. C'est sous ce titre que le groupe fait état de ses intentions concernant les médias et tous ceux qui prendraient un malin plaisir à salir leur nom. Je vous en lis un extrait. Les lois de ce pays n'ayant pas a priori été créées pour empêcher les jeunes identitaires d'exprimer leurs opinions, nous comptons bien, nous aussi, faire appel à la justice pour nous défendre quand cela semblera nécessaire. Donc c'est assez clair. Et c'est illustré de manière très concrète puisqu'à la fin du dit communiqué, sont listés les noms des premiers à pouvoir potentiellement se retrouver face aux tribunaux, notamment le MRAP, le site ouma.com, Harlem Désir et un de nos confrères d'RTL. Qu'ont-ils donc fait? Ils ont employé les mots interdits, ceux que l'extrême droite mince. Ah, tu as un procès là déjà. Oui, déjà un procès. Celui-là, déjà, il l'aime pas. Bon, on va dire la droite nationale, alors qui, comme je le disais, n'hésite pas à dégainer les avocats lorsqu'elle entend certains qualificatifs. Et alors, histoire de prévenir les débordements et d'éviter des dépenses inutiles de frais d'avocat, voici, camarades journalistes, la liste des mots qu'il ne faut pas employer. Alors c'est parti: fasciste, fanatique, facho, faf, skinhead, nazi, nazion, néo-nazi, nationaux-socialiste, pétainiste, vichiste, raciste, anti-républicain, antidémocratique, passéiste. Et je suis sûr qu'on peut en trouver plein d'autres qui ne leur feront pas plaisir du tout. Le monde est en train de devenir cinglé. Y a personne ici à part moi qui est soucieux encore de respecter les règles. Tu as conscience, Thomas, que là t'es en train de nous mettre un petit peu dans la mouise. Mais non, c'est pédagogique tout ça. J'aurais pu faire bien pire. D'ailleurs, j'aurais pu me moquer sans vergogne du drapeau de génération identitaire dont on a parlé, l'emblème de Sparte, une ville guerrière, raciste et totalitaire. J'aurais pu ironiser sur la vigueur avec laquelle génération identitaire, on en a aussi parlé, a voulu rappeler la figure tutélaire de Charles Martel et sa victoire à Poitiers, victoire dont l'importance et l'impact sur ce qui n'était pas en réalité une invasion tend à diminuer à mesure qu'avance la recherche historique. Bref, j'aurais pu coûter très cher au service public. Dieu sait que c'est pas le moment. Non. Heureusement, tout cela, Benoît, je ne l'ai pas fait. Le doigt vengeur de la justice devrait du coup nous épargner. Thomas Rozek, Jean-Yves Camus. Moi, je pense que ceci étant, on ne gagne rien à utiliser pour décrire les identitaires des termes qui ont pu être appropriés pour parler d'autres mouvements à une autre époque, mais qui effectivement reflètent pas la réalité du mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas néo-nazi. Enfin, objectivement, j'ai répondu à plein de questions lors de ces dernières semaines qui essayaient de me faire dire que tout cela était à mettre dans le même sac que l'aube dorée grecque et le Jobbik hongrois, qui eux-mêmes sont les descendants directs des frères de Joseph Goebbels. Mais enfin, non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut même ne pas faire l'impasse sur le nécessaire débat autour d'un certain nombre de notions qu'agitent les identitaires et qui sont aujourd'hui, y compris pour la gauche, des défis à relever. Le multiculturalisme, est-ce qu'effectivement, ça marche comme on aimerait que ça marche? L'intégration, même question. Mais il y a quand même pas une forme de xénophobie dans ce mouvement? La xénophobie, si l'on prend la définition idéologique, c'est l'hostilité envers des peuples qui ne sont pas celui auquel on appartient. Là, la notion de peuple n'est pas stricto sensu appropriée. Parce qu'il s'agit, encore une fois, d'une définition culturelle pour eux. Il s'agit de savoir si on est européen ou si on ne l'est pas. Européen, c'est pas un peuple. C'est un ensemble civilisationnel avec des références qui sont très claires, qui veulent dire par exemple que la religion dominante, depuis en tout cas un petit peu plus de 2 millénaires, ce sont les religions chrétiennes. Ouais. Par conséquent, ce qui n'est pas chrétien n'a pas droit de citer ici parce que ça n'est pas issu de la matrice qui relie d'une manière assez évidente l'immense majorité des peuples indo-européens. Donc on n'est pas en face d'un racisme à proprement parler, d'une définition biologique aussi des racines des individus. Jean-Yves Camus, est-ce qu'on assiste à une recomposition de la droite avec l'arrivée de ce mouvement de génération identitaire? Et est-ce qu'on n'assiste pas à une recomposition, ou de moins un redéploiement idéologique d'une partie de la droite tout court? Ouais. Et si c'était finalement la question de fond, c'est-à-dire que l'opération de Poitiers et le discours qui va avec n'arrivent pas n'importe quand. Il y a effectivement pas de lien entre le fait qu'elle se produise en 2012 et 732. Voilà, c'est pas le 2 qui fait le lien. C'est le climat politique dans lequel nous sommes et le fait que les questions autour de l'intégration, du multiculturalisme, de la place de l'islam sont agitées par les contempteurs des voleurs de pain au chocolat, ouais. Et que finalement il y a aussi une résonance au sein même de la droite de l'UMP, voire demain de l'UMP. La droite populaire, qui a voulu organiser un apéro saucisson pinard, qui est directement inspiré des méthodes du bloc identitaire. Mais au-delà de la droite populaire, parce qu'effectivement l'UMP est prise aujourd'hui, François Fillon est évidemment sur une autre ligne, on l'a entendu tout à l'heure, dans un dilemme dont à mon avis elle se sortira pas, qui consiste d'un côté à devoir attraper des électeurs centristes, et de l'autre côté,
à ne pouvoir gagner qu'avec des électeurs qui, au premier tour, ont voté pour le Front National. Ça fait 25 ans que ce cinéma-là dure et que l'UMP n'a pas compris qu'il était impossible de concilier les deux. D'ailleurs, si ça avait été possible, je pense que Nicolas Sarkozy aurait été réélu. Donc, à un moment donné, il va y avoir une opération clarté qui va devoir se faire. Elle va déboucher, à mon avis, sur le fait qu'il y aura deux composantes de la droite. Une qui sera effectivement sur les fondamentaux de François Fillon. Comme avant, un peu. Et une qui sera sur ceux de Jean-François Copé. Ouais. Mais oui, finalement, comme avant. C'est un peu le retour de l'UDF et du RPR, c'est ça ? C'est un petit peu le retour de l'UDF et du RPR, à ceci près que Jacques Chirac n'était finalement pas un homme de la droite. Loin s'en faut, certains disent même qu'il n'était pas un homme de droite. C'est vrai. Merci Jean-Yves Camus, Benjamin Elie, Thomas Rozek. C'est la fin de cette République du Move. La semaine prochaine, c'est Laurent Kramer qui vous présentera cette émission. Lundi, il sera question de la toute nouvelle revue, le MacBook. Oui, demain. Vous pouvez podcaster évidemment la République du Move sur Internet et retrouver les anciens numéros tout à fait gratuitement. Ça se passe sur lemove.fr. Bonne soirée sur le Move, il est 18h30 et voici, comme chaque soir, la Morinade.